C'est parti. Donc, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir avec Claire Viano, donc, qui est la directrice générale Melvita France et Benelux. Et donc, le thème aujourd'hui, c'est être une femme DG engagée. Pourquoi ce thème? Parce que on est donc en plein mois de mars, que c'est, même si toute l'année, ça devrait être le cas, hein, mais c'est encore plus le mois où on met en avant les femmes, puisqu'il y avait le 8 mars, la International Women's Day. Et donc, on a décidé de mettre en avant des femmes tout au long de ce mois qui ont des positions importantes, qui sont à des postes de femmes dirigeantes. Donc voilà, donc ça c'était pour notre invité. Et donc comme je disais tout à l'heure, pour YPB, donc YPB c'est l'acronyme de Young Professionals in Beauty, la première communauté des jeunes professionnels de la beauté. Et donc, nous avons pour vocation de rapprocher les jeunes avec les professionnels plus aguerris. Donc voilà, et donc on fait des événements physiques quand on peut, quand il n'y a pas de Covid. Bientôt. Oui, voilà, on reprend petit à petit. On a déjà commencé en janvier, et puis donc on essaie de reprendre petit à petit, mais c'est vrai qu'on a commencé avec le digital. Ça a bien fonctionné, et donc on s'est dit qu'on allait continuer, même si voilà, même si la vie normale reprend, on va dire, petit à petit. Donc on fait des lives et des conférences comme ce soir avec des professionnels du secteur. Et on fait aussi des séances de coaching, on fait des séances CV, voilà, on a plein d'activités. On est en train de mettre en place aussi des formations. Donc, on se structure aussi, hein, c'est une association qui existe depuis voilà, 2019. Et donc, petit à petit, on se structure et on essaie de proposer des nouveautés à chaque fois. On avait fait notamment un gros événement sur la clean beauty en 2020, avec des marques clean au jardin d'acclimatation. On va essayer de refaire un peu voilà, des événements à thématique un petit peu comme ça, en invitant des marques et des experts. Et donc, l'idée, voilà, c'est toujours d'essayer de proposer aussi des sujets d'actualité. On a fait, par exemple, une conférence sur le métaverse, la beauté et le métaverse, il y a un mois. Et donc, qui est d'ailleurs visionnable à nouveau, puisqu'elle est en replay. Donc, n'hésitez pas aussi. Si vous voulez, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur YPB, à venir nous poser des questions aussi par la suite, à regarder nos réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, etc. Donc, voilà pour la petite présentation de YPB. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et donc, Claire, est-ce que tu peux te présenter et quel est ton parcours? Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de pouvoir intervenir du coup auprès des jeunes de notre profession. Je trouve ça top. Donc, moi, je suis directrice générale de la marque Melvita, qui est une marque de cosmétiques bio française qui a été créée en 1983. Donc, bientôt, on va fêter nos 40 ans. Pour mon parcours, pour vous dire, donc moi j'ai vraiment fait toute ma carrière quasiment dans les cosmétiques, depuis que j'ai commencé. Avec une majeure, on va dire, d'abord sur un aspect marketing, communication, développement produit. Et là, depuis 3 ans, du coup, bientôt à la direction générale de Melvita France et Benelux. J'ai commencé dans un groupe qui s'appelle Johnson & Johnson, donc sur des marques type assez global, hein, type Rock, qui était très très gros à l'époque, Neutrogena notamment, là en pharmacie principalement, mais aussi en mass market. Et ensuite, il y a 9 ans maintenant, j'ai rejoint le groupe L'Occitane et la marque Melvita, voilà, sur différentes fonctions à l'international, qui ensuite m'ont amenée à ce poste de direction générale. Waouh, quel parcours! Ça porte l'admiration. Et du coup, les cosmétiques, parce que tu as quand même commencé avec Johnson & Johnson, Ouais. c'était une passion? Enfin, tu as toujours voulu travailler dans ce secteur ou tu y es arrivée un peu par hasard? Je pense que j'y suis arrivée assez tôt, parce qu'en fait, j'ai fait tous mes stages dans la beauté. J'ai fait un premier stage en maquillage chez Yves Rocher et après, j'en ai fait un autre chez L'Oréal sur Vichy. Donc, je me le suis pas formalisé comme ça, on va dire, à l'époque. En tout cas, j'étais pas membre de YPB.
tu vois, de l'époque, de 2007, on va dire. Mais je pense que voilà, j'ai toujours été attirée par cet univers-là, certainement par les pubs que je voyais à la télé, par cet aspect un peu paillette. Je pense que c'est ce qui m'a attirée au départ. Et après, j'ai démarré en fait sur Rock, sur le solaire. Et en fait, Rock, à l'époque, c'était quand même très dermo. Il y avait de la visite médicale. On faisait un partenariat en fait avec la Ligue contre le cancer sur le solaire. Et donc, j'ai vraiment découvert un autre pan de la beauté. Plus soins, traitements, moi que je trouve passionnant en fait, cette alliance un peu santé bien-être qui va juste au-delà de ce côté on va dire plus paillettes qu'on peut attribuer à cette catégorie. Donc voilà, j'ai découvert cet univers-là et ça m'a encore plus passionnée. Et je pense que plus j'avance, plus je vois que donner la beauté entre guillemets aux femmes, apporter ça, c'est beaucoup plus que juste de la beauté. Et donc voilà, c'est ce qui m'y fait rester. En plus du fait que ce soit très dynamique. Et donc c'est un circuit, on s'ennuie, enfin, un circuit, une catégorie en tout cas, on s'ennuie jamais. Oui, non, ça c'est sûr. Et Donc puis qui voilà. est assez innovante. Qui est innovante. Et puis bon, alors moi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus travaillé dans le soin. Donc moi, je suis une passionnée de produits de soins. On a essayé, enfin, surtout quand j'étais au dev, j'ai essayé beaucoup de produits asiatiques, etc. Donc c'est génial. Tu découvres plein d'autres univers parce qu'ils poussent encore les mix par rapport à ce que tu connais. C'est très drôle. Mais donc voilà. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que, enfin voilà, mon mari vous dirait que dans ma salle de bain, il y a toujours genre 60 produits ouverts. Donc c'est son grand problème. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont connectés aussi. On est un peu pareil. On aime bien tester. C'est un petit peu un des, comment dire, un des revers, un des Oui, travers, je dirais même, c'est du ça. métier. Parce qu'on a envie de tester tout ce qui sort, etc. Donc, c'est hyper Et on a intéressant. beaucoup de produits. Oui, mais parce qu'il faut comparer. C'est Et puis, ça, il y a beaucoup de exactement. choses qui sortent en même temps. Donc, voilà. Très bien, c'est très intéressant. Alors du coup, si on rentre un peu plus dans le sujet vraiment, donc notre sujet d'aujourd'hui qui est être une femme déjà engagée, pour toi, quelles sont les qualités requises, pour occuper le poste que tu occupes aujourd'hui? Bon, je pense que la 1re, c'est d'avoir, une grosse dose d'énergie quand même, hein. Faut vraiment être, surtout dans le contexte actuel, en tout cas, être prêt à être tout le temps à fond pour entraîner tout le monde, les équipes, donc je pense que enfin, blague à part, c'est quand même une force essentielle d'être, voilà, toujours un moteur et très positif pour emmener les gens. Je pense qu'après, un des points essentiels, c'est de développer sa vision, en fait, d'avoir une bonne vision stratégique pour se dire quelle est la mission qu'on veut donner à la marque, où on veut l'emmener en termes de distribution, en termes de produits, de cibles conso et l'impact qu'on veut qu'elle ait. Donc, je pense qu'il y a un aspect vision stratégique. Euh, Après, il y a un rôle énorme d'animation d'équipe, de chef d'orchestre, trouver les bonnes personnes, les bons profils, après faire en sorte qu'ils restent, qu'ils se développent et qu'ils délivrent. Donc ça, c'est un énorme sujet parce que je pense que, en fait, aujourd'hui, moi, sans une équipe, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment beaucoup l'équipe qui fait. Et je dirais en dernier, je pense qu'il faut être quand même très orienté aussi résultat. Performance, maîtriser aussi ses chiffres. Voilà, ça c'est un peu les 3 atouts, vision, équipe et voilà, C'est ça. orientation business résultat avec une grosse dose d'énergie pour emmener tout le monde. Voilà. OK. Très bien et du coup, est-ce que tu as rencontré des barrières, dans ton parcours, enfin, est-ce que le fait d'être une femme, du coup, ça a été, tu as rencontré des barrières au cours de ta carrière pour le moment? Alors, c'est un peu enfin, je pourrais répondre doublement. Enfin, je pense que le premier message que je veux passer là-dessus, c'est quand même un message, d'espoir et de changement. Parce Ah, que quand je compare par rapport à il y a 15 ans, quand j'ai commencé, les choses changent. Enfin et ça se voit. Alors même si ça change pas assez vite. C'est vrai que l'année dernière, moi, j'avais été, assez marquée, en fait, par un chiffre que j'avais, eu quand j'avais fait une conférence dans le cadre du sommet E4She. Où en fait, alors il faudrait que je retrouve la data si tu veux le mettre derrière, mais qui disait qu'il y a aujourd'hui, en fait, au poste de direction générale, encore dans le monde que 5% de femmes. Et je crois qu'en France, en direction générale au CAC 40, c'est 7% de femmes.
Donc, on voit qu'il y a encore un gap qui est monumental, même si je pense que le gap se réduit au niveau COMEX et qu'il y a aussi des mentalités qui évoluent. Ce que je te disais quand on préparait l'échange, je pense qu'il y a aussi un leadership moderne versus leadership ancien, d'une certaine façon, qui est aussi plus propice à l'épanouissement des femmes dans l'entreprise. Bon, avant de parler de barrières, je veux passer quand même à toutes ce message d'espoir. Et moi, je me suis quand même beaucoup concentrée sur ces problématiques-là depuis que j'ai eu ma fille. Et j'espère que les choses vont être réglées quand elle sera là. Donc, c'est Oui, vraiment c'est vrai que on se dit que voilà, qu'on espère vraiment que les choses vont dans le bon sens et vont évoluer, quoi. Oui. Donc, voilà. Après, pour être plus concret par rapport à ce que je vois et des datas, nous, qu'on a, même au niveau de la boîte consolidée au global, les écarts et les barrières, ils se font en fait autour de la trentaine, en fait, au moment du premier enfant. Au départ, les trajectoires, elles sont assez parallèles en termes de salaire, d'évolution, etc. Et quand on passe ce cap-là, c'est là c'est une zone de danger. Moi, clairement, à mon époque, si tu me demandes si j'ai connu des barrières, moi, c'était légion à mon époque, hein, mais encore, tu vois, c'était il y a quelques années maintenant, d'entendre des collègues masculins de dire, OK, donc elle vient de se marier, donc là, dans le succession planning des 2 ans, il va y avoir un enfant, etc. OK, on ne considère pas. Clairement, ça existe. Donc, et moi, je sais que même nous, en école de commerce, moi, j'ai fini il y a 5 ans, on nous préparait, c'est encore Ah ouais. ça existe encore parce qu'on nous préparait en entretien à répondre à cette question. On nous disait, quand est-ce que, normalement, ils n'ont pas le droit de la poser, hein, d'ailleurs, mais si on avait la question, on nous disait, voilà, comment vous devez répondre si on vous demande, est-ce que vous comptez avoir des enfants? Donc, Alors moi, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai jamais eu cette question et puis j'ai jamais eu ce problème. Donc chance où je suis allée chercher, mais en tout cas, j'ai pas eu ce problème. Donc bon, je trouve ça navrant, je vais te dire, mais je pense qu'en effet, c'est un. En tout cas, voilà, si tu veux, le gap se fait là et je pense que c'est encore là où ça se joue. En tout cas, en termes de barrière à une progression. Et je pense qu'aussi derrière, dans le rôle sociétal, de la répartition, la fameuse répartition des tâches, etc., il y a encore souvent aussi parfois un rôle qui est plus donné à la mère et qui fait que derrière, du coup, c'est que là qu'il y a un écart qui se creuse. Voilà ce que je peux dire. OK, ouais, non, mais c'est vrai que je pense que ça évolue, mais il y a encore du travail, comme tu dis. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais c'est pas encore optimal. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que, alors moi, c'est un terme que j'ai beaucoup entendu, notamment lors de mes études, le plafond de verre. Je pense que ça parle à pas mal d'entre nous ici. Du coup, toi, tu sembles l'avoir brisé finalement, ce plafond de verre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le plafond de verre, ce serait un certain niveau que les femmes n'arrivent pas à dépasser. Voilà, n'arrivent pas à un certain niveau de fonction finalement. Donc, comment on Ouais. fait pour dépasser ce plafond de verre? Écoute, grande question. En fait, moi, je pense qu'il y a un triple rôle. Il y a un rôle des pouvoirs publics, il y a un rôle de l'entreprise et il y a un rôle personnel. Je pense qu'au niveau des pouvoirs publics, les choses avancent. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête, mais il y a une loi qui a été promulguée en 2021 sur l'aspect égalité homme-femme, qui du coup va imposer des quotas en fait dans les comités de direction. À horizon 2030, il faut qu'il y ait une représentation féminine d'un taux de 40% dans les comités de direction. Pour des entreprises, je crois que c'est plus de 250 personnes. Et il y a un autre point qui est très important. Cette loi va imposer en fait aux entreprises, là encore d'une certaine taille, de publier leur fameux index égalité homme-femme. D'accord. Et dans l'index égalité homme-femme, on voit les écarts de rémunération au sein de l'entreprise, les écarts dans les politiques de promotion, d'augmentation, etc. Et rien que le fait, en fait, que ce soit publié, ça va faire bouger les choses de façon très claire. Donc, Oui, parce qu'ils seront obligés, ils seront regardés, etc. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde est exposé, et donc où il faut avoir, en tout cas, c'est une image importante aussi pour arriver, une bonne image aussi pour attirer les talents. C'est fondamental de travailler sur les sujets. Donc, je pense que déjà, il y a un niveau législateur, on va dire, qui est clé. Après, il y a le niveau entreprise. Donc, encore une fois, moi, je pense qu'il y a un gap essentiel qui se fait au moment de la grossesse. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui se mobilisent pour une égalité au niveau du congé maternité-paternité. Et ça, moi, j'y crois
fondamentalement, j'ai fait, quand j'étais en école de commerce, mon échange dans les pays scandinaves où ce n'était pas un sujet, en fait, ça. Et où, du coup, le père prenait un congé par paternité, en tout cas aussi long et quasiment en même temps que la mère. Et c'est une société qui est assez égalitaire par rapport à ça. Donc moi, je pense que le groupe, nous, l'Occitane, l'a fait. Donc Melvita appartient au groupe L'Occitane. Et voilà, et c'est quelque chose que je trouve essentiel. Nous, d'avoir, du coup, il y a du coup 12 semaines pour le deuxième parent, qui est souvent le père, du coup, qui est payé à 100%. Donc, c'est de payer à 100% le congé maternité de la femme et aussi après d'assurer un certain nombre de semaines pour le père pour qu'il n'y ait plus cette inégalité de quelqu'un va être absent plusieurs semaines. En fait, l'homme comme la femme sera absent sur plusieurs semaines, donc il n'y aura plus de débat là-dessus. Oui, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur ça, Ouais, qui l'ont mis en avant, et cetera. Parce que je crois que du point de vue légal, maintenant, c'est passé à 1 mois, il me semble, tout à au point fait. de vue, gouvernement. Ouais, très peu Voilà. prennent un mois, hein. Je le dis, pour l'avoir vécu, c'était une grosse Ah, galère pour que mon mari pose, donc je peux vous le dire. Donc, parce que même pour les hommes, c'est pas encore bien ancré, même s'ils veulent le faire. Donc, il faut qu'ils aient aussi eux la latitude de le faire. Donc, je pense que bon, ça va bouger aussi et c'est bien. Je pense que se centrer autour de ce moment charnière en fait de l'accueil de l'enfant et qui est une période où la femme sort du monde de l'entreprise pour un certain moment. Ben, si c'est égal pour les deux parents, du coup, ça réglera de fait le problème. d'accord, ouais. Et le troisième point, je dirais la responsabilité personnelle, là, pour le coup, c'est un peu celle de faire un travail sur soi que moi, j'ai dû faire, pour être clair, quand j'ai voulu passer DG, où à un moment, il faut arrêter d'être prêt à 100% pour briguer un job. Moi, j'ai vu ça, une différence fondamentale entre moi et certains collègues masculins, où en fait, ils n'attendent pas avant de postuler au job d'après ou prétendre au job d'après. Et je pense Mmh. qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est un trait féminin, parce que je ne peux pas le dire. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je voulais être prête sur plein d'assets, plein d'éléments, en fait, avant de pouvoir briguer. Mais sauf que quand on prend une nouvelle position, évidemment, il faut accepter d'avoir les 6 premiers mois où on va devoir apprendre des choses, où il va falloir aussi voilà, compenser pour ça. Mais entre guillemets, c'est le jeu. Mais Euh, et ça, mais moi, je l'avais lu, hein, notamment même pour des entretiens. Il disait que mhm, les femmes n'osaient pas postuler à des postes lorsqu'elles ne cochaient pas toutes les cases, mhm. alors que les hommes y allaient sans problème, en fait. Ouais, je pense qu'il y a un truc là-dessus. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Et c'est de s'assumer, de se dire, bah oui, en effet, non, je coche pas toutes les cases. Et Mmh. donc, Oui, voilà, c'est ça. Je parce crois que qu'il y si a on il y a veut il y a déjà, si on veut on se met déjà des la personne barrières, qui en fait fait. ça. Non, et Mmh. puis c'est surtout que les gens à côté, en fait, qui voient en entretien, ne cochent pas toutes les cases non plus. Donc, en vrai, voilà. Donc, je pense que donc c'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc, il y a quand même un travail à faire sur soi. Ouais. Et après, il faut aller chercher les choses, quoi. Et du coup, alors là, on est très positif, mais on va quand même parler de certains. Est-ce que tu as fait face justement à des préjugés, ou quand tu as pris tes fonctions ou quand tu as brigué la fonction justement, Mhm. est-ce qu'il y a eu des préjugés un peu? Parce que voilà, bon là, on a parlé de celui de maman. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être, Bah, je pense que moi, évidemment, le préjugé que j'avais quand j'ai pris le poste de direction générale, c'est celui de la fille qui vient du marketing. En force, j'avais ça, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs années dans tout ce qui est marketing, produit, com, je connais très bien la marque, je connais très bien les consos. Mais du coup, on m'attendait au tournant sur le PNL, la Mmh. finance, le commercial. Et on ne s'attend pas à ça sur un profil qui vient du marketing, forcément. Donc, moi, je ne sais pas si c'est un préjugé féminin ou masculin, mais c'était plus de ça, c'est un préjugé de fonction. Mmh. Donc, oui, clairement, au début, les gens te regardent. OK, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Petite marketeuse, évidemment. Bon, donc toi, l'enjeu, au début, toi, tu passes ton temps à te dire, OK, je fais mon budget, il faut absolument pas que je sois dans le marketing, il faut absolument pas que je sois dans le marketing parce que tu veux t'enlever cette étiquette et donc tu veux parler PNL, tu veux parler marge, renta, enfin voilà, donc bon. Donc là-dessus, moi, ce que je dirais, c'est bon, faut pas se laisser déstabiliser parce que les gens pensent de vous. Mmh. Si vous avez eu le job, c'est bien pour quelque chose. Toi, Donc est-ce que tu vous t'es avez eu le job, vous avez eu le job. auto-challengée du coup? Tu t'es un petit peu, mis en pression ou? Non, mais de toute façon, je pense que quand on prend un nouveau job et quand il y a un gap comme ça, évidemment, tu es en pression. La première année, tu es en pression tout le temps. Ouais. En plus, moi, j'ai pris le job 6 mois après, c'est le Covid. Je veux te dire, j'étais en pression totale. Donc oui, oui, tu es en pression, ça c'est sûr. Après, bon, il faut, voilà, faut avancer, il faut faire ses preuves.
faut maîtriser ses chiffres, il faut être là où on vous attend. Et le conseil que je donnerais aussi, c'est qu'il faut accumuler des petites victoires rapides sur des sujets qu'on maîtrise, voilà, et pas aller sur les sujets sur lesquels on est à l'aise. En fait, il faut aller plus vers les autres, justement, là où on vous attend, où on ne vous attend pas justement tout de suite, Oui. mais pour se former, enfin voilà, il faut aller se frotter à des choses. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au début sur des PNL. Hein, je suis arrivée, j'ai fait du budget, c'était voilà, mais il faut le faire. Enfin, je pense que c'est essentiel. Donc, c'est pas se laisser déstabiliser, avancer, accumuler des petites victoires, et après, de toute façon, quand on se concentre sur l'objectif qu'on nous a donné et qu'on avance vers ça, ben, voilà, Y a pas de après, question. Ça roule. on a les chiffres, on a les objectifs, enfin, voilà, donc on avance. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que la vision d'une femme peut apporter en plus dans un comité de direction? Parce que justement, on dit aujourd'hui qu'on essaie d'avoir de plus en plus de femmes dans les CODIR pour un peu balancer, apporter des nouvelles visions. Parce que c'est vrai qu'avec parfois des CODIR complètement masculins, c'est pas forcément la même chose. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter, que tu apportes de plus, toi, en tant que femme? Mmh. Ce que je te disais en préparant, je pense qu'en fait, moi, je pense que ce qui est très riche, surtout dans le contexte actuel, c'est la diversité. Pas forcément opposer femmes-hommes. Enfin, moi, quand je trouve que ce qui est intéressant dans une équipe, c'est d'avoir des points de vue différents, hommes-femmes, mais aussi culturellement différents. Enfin, tu vois, moi, j'étais à l'Inter, je pense que c'était hyper intéressant d'avoir, tu vois, des profils asiatiques, etc., pour nous aider dans ce qu'on voulait faire. Des profils différents aussi en termes d'âge. Enfin, moi, fondamentalement, j'ai beaucoup de gens très jeunes dans mes équipes parce que il faut aussi rester, comment dire, de tout ce qui se passe. Donc, c'est cette diversité-là que je veux avoir. Plutôt que de dire homme-femme et qu'est-ce qu'une femme peut apporter de différent d'un homme. Et moi, à l'inverse, j'essaie plutôt de chercher des garçons, puisque j'ai 95% de femmes dans mes équipes au moins tout le temps. Donc, c'est un peu ce que je te disais. Moi, je ne crois pas dans il y a un leadership masculin. Enfin, il y a qu'est-ce qu'une femme apporte versus qu'est-ce qu'un autre apporte. Chacun a des personnalités, des profils différents. Mhm. Et c'est cette diversité qu'il faut avoir aujourd'hui pour justement, tout le temps essayer de se challenger, se remettre en question, être ouvert, prendre des nouvelles idées. D'accord, oui. Donc, c'est plus, oui, la diversité et toi, t'entourer finalement de personnes diverses pour avoir un point de vue divers Mm. et proposer, du coup, avoir une plus grande ouverture d'esprit finalement. Oui, moi, ça me semble essentiel. Ok, très Mais clair. des femmes, évidemment. Oui, Des femmes, évidemment. oui, Mais parce qu'on il a n'y a déjà pas vu que ça. on a Mais il y a déjà pas, vu des visuels de comités de direction pas très, très variés. Non, non, mais évidemment, mais des femmes, évidemment. Mais voilà, encore une fois, faut aller. Enfin, pour moi, c'est un peu un given, c'est-à-dire des femmes, évidemment. Mais après, la question, c'est OK, quelle tranche générationnelle, quelle largeur de culture, enfin, tu vois. Faut aller au-delà, en fait. Oui, je pense que c'est ce qui fera le leadership moderne versus celui d'avant. Oui, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Et du coup, Melvita est une marque très engagée. Mhm. Est-ce que c'était un critère pour toi de travailler pour une marque engagée? Honnêtement, au départ, non, parce qu'en fait, j'ai suivi des gens de chez Johnson & Johnson, pour être très clair. Du coup, en fait, au départ, j'ai suivi des mentors que j'avais. Je pense qu'après, maintenant, ça fait 9 ans que je suis dans ce que nous, on appelle chez nous la bio. Mhm. Et évidemment, maintenant, ça devient un critère essentiel. Donc, tu ne dois L'engagement, plus travailler pour une marque pas engagée, du coup. non. Mais je pense parce que déjà, en fait, on est en 2022. Je pense que, juste, il n'y a plus aucune marque qui ne doit pas être engagée. Enfin, en tout cas, peut-être pas autant que Melvita, Oui, évidemment, voilà, puisque c'est qu'il y a nous, des c'est une marques qui le marque. sont plus que d'autres. Non, mais évidemment, Melvita, c'est une marque qui est hyper centrée, qui est purpose native depuis le départ. Toute la chaîne de valeur est pensée comme ça. Enfin, donc, OK, ça, c'est state of the art. Après, je pense que dans tous les cas, je pense que aujourd'hui, moi, c'est ce qui me passionne. On doit tous réinventer un peu le modèle de l'économie de demain et on va tous devoir trouver des façons de faire le business qui soient plus pérennes, à la fois au niveau social et aussi au niveau environnemental. Enfin, je pense que la façon dont on fait les choses jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit un modèle de réussite énorme en termes de création des inégalités ou impact environnemental. Donc, c'est un challenge passionnant. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, moi, je ne me vois pas aller dans un domaine ou une autre entreprise qui n'intègre pas ça de façon assez forte. Non, c'est sûr.
OK. Puis j'ai 2 enfants, tu sais. Oui, aussi l'avenir, enfin, les nouvelles Je générations. m'inquiète de ce que je leur laisse. Exactement. Donc ouais, on comprend, mais c'est ce que je disais, c'est que, moi j'ai travaillé aussi, voilà, pour différents types de marques et encore une fois, il y a des marques qui sont très, très engagées, d'autres qui commencent à où c'est les prémices. Enfin, on voit qu'il y a quand même des gros décalages Mmh. entre les marques aujourd'hui. Il y en a qui commencent tout juste et qui comprennent que c'est l'avenir et qu'il faut y aller, alors qu'il y en a qui y sont allés, et qui y sont depuis déjà de nombreuses années, en fait. Donc heu, donc voilà, toi, tu te positionneras plus sur des marques qui sont, déjà, bien, installées, si j'entends bien. Beh, oui, ou en fait, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'être aligné sur l'intention, OK. la mission et ce qu'on veut en faire. Si derrière, en fait, c'est pousser cette dynamique dans une marque qui ne l'a peut-être pas encore, enfin, tu vois? OK, Pourquoi pas? d'accord. Mais je pense que là, il faut quand même, faire un saut assez quantique dans la façon dont on fait notre business. Oui, il y en a certains qui sont en train d'accélérer justement parce qu'ils ont un peu de retard. Ouais, non, non, mais évidemment, mais même, enfin, je veux dire, pour ne pas les citer, je pense que L'Oréal, avance aussi très vite là-dessus, alors qu'on pourrait, enfin, voilà, ils sont quand même aussi très avancés, donc il y a enfin, encore une fois, je pense que je vais jamais, enfin, je pense que la bio est très avancée sur le sujet, évidemment, parce que depuis le départ, dans le fondement originel de toutes ces marques, c'est intrinsèque. Mais il y a plein de marques qui, voilà, au pas de charge, avancent beaucoup sur ces sujets. Guerlain en est une, ils travaillent Ouais, beaucoup sur ces sujets. On voit en ce moment leur pub Aqua elle Allegoria tout le temps. elle est partout! Elle est partout, voilà. Bon, non, mais donc, enfin, pour moi, tant qu'il y a un engagement honnête, transparent, sincère et inscrit dans la durée, c'est ce qu'il faut faire. C'est un OK. chemin Oui, oui. d'amélioration continue. Très bien dit. Mais il faut démarrer, de Oui, toute façon. oui, exactement. Et alors moi, j'ai été interpellée par un de tes posts sur, LinkedIn qui parlait du mouvement Impact France et donc je Et crois que tu y as participé. mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Nous dire, voilà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as participé et cetera? Mmh. Oui, alors moi, je suis ravie de pouvoir parler de ce mouvement, parce que je suis très admirative de tout ce qu'ils font. Leur directrice générale, Caroline Néron, est top et les 2 coprésidents, également. C'est Eva Sadoun et Jean Moreau et je suis admirative, en tout cas aussi que des gens qui ont un business à côté aussi prennent autant de temps pour s'impliquer, sur ces sujets. Donc, Impact France, en fait, c'est un mouvement qui, vise à être une alternative au MEDEF. Donc autant dire, ils ont quand même de l'ambition. Oui. Et l'idée, en fait, c'est de rassembler justement, des entreprises, qui veulent en fait, justement, accompagner cette transition vers un modèle économique, plus vertueux, et qui visent à avoir un impact, positif à la fois sur l'environnement ou et la société. Donc le cœur, en fait, de ce mouvement-là, c'est l'impact score. C'est en fait un outil qui permet, en fait, de mesurer l'impact de son entreprise sur toute la chaîne de valeur et qui après donne des tips, encore une fois, pour rentrer dans un processus d'amélioration. Donc, c'est pas, on rentre pas, enfin, en fait, le seul fait, enfin, pour rentrer dans le mouvement, il faut être dans cette démarche. C'est pas forcément par rapport à ce qu'on disait précédemment d'être excellent, c'est d'amorcer cette démarche vers le mieux commun. Et je trouve que pour les populations jeunes qui vont bientôt voter, je vous invite tous et toutes à aller regarder, sur leur site, c'est le manifeste de l'économie de demain, où ils ont fait des propositions concrètes, en fait, aux, candidats à l'élection présidentielle justement, pour transformer la France dans les 5 prochaines années à venir en une impact nation. OK. Donc à l'époque, on a eu la Startup Nation, Mmh. d'Emmanuel Macron qu'on connaît. Donc là, l'idée, c'est vraiment, voilà, de faire de la France une zone, en tout cas, d'innovation sur ce sujet-là. Et je pense qu'on a en effet les entrepreneurs et les entreprises pour le faire. OK. Ah, super intéressant. Bah, moi, personnellement, j'ai regardé. N'hésitez pas, vous aussi, à y aller. Mmh. En effet, c'est bientôt les élections, donc autant être au courant de tout ce qui se passe. Et après, j'aimerais qu'on parle aussi de leadership. Est-ce que pour toi, ça existe? Parce que du coup, tu m'as dit que pas forcément, donc c'est intéressant parce que du coup, on entend beaucoup ce mot-là, mais alors qu'est-ce que c'est que pour toi? Mais déjà, est-ce que ça existe pour toi le leadership au féminin? Mmh. Et du coup, on en parle beaucoup. C'est un Non, mais alors là-dessus, moi, j'ai un avis un petit peu différent par rapport à ça. Je pense qu'il y a pas forcément un leadership féminin versus un leadership masculin. Ce que je te disais, c'est je trouve que moi, c'est une vision un peu datée. Je trouve qu'il y a peut-être aussi
des versions plus modernes de la façon dont on va emmener les équipes aujourd'hui, versus voilà, une ancienne méthode, plus centralisée, plus descendante. Là, on évolue. Parce que pour moi, pourquoi c'est pas femme versus homme? C'est que dans toutes les formations que j'ai pu faire de profil, MBTI, de couleurs, de Predictive Index avec les équipes, j'ai jamais pu noter qu'il y avait, OK, les garçons dans ce coin-là et les filles dans ce coin-là. Donc, en fait, sociologiquement ou d'un point de vue personnalité, profil, qui moi, en fait, fait la richesse d'une équipe et des gens, je n'ai jamais noté se dire, OK, il y a ça et ça. Donc, je pense que c'est plus, en effet, une diversité, une évolution d'un style de leadership qui est plus adapté à l'époque, aux besoins de réactivité ultra forts et qui fait qu'on doit évoluer dans notre mode de management aujourd'hui. D'accord, c'est plus une évolution finalement des mentalités en fait. Oui, oui. Moi, je ne crois pas en disant, OK, le leadership féminin, ce que je disais, empathique, maternel, versus un leadership masculin, très dur, très descendant, autoritaire. Enfin, franchement, je pense que ça, je ne te dis pas que je l'ai jamais vu. Évidemment, j'ai eu ça au démarrage de ma carrière, mais c'était il y a longtemps. Je pense que ça évolue pas mal. Donc, et ce que je te disais aussi, voire même au démarrage, les femmes qui devenaient directrices DG, elles étaient évoluées tellement dans un univers masculin qu'elles en prenaient les pires codes. Elles étaient presque les plus dures. Enfin, en tout cas, moi, certaines que j'ai connues. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas du tout qu'il y a un leadership, un modèle lié au sexe. Ouais. Et par contre, peut-être, oui, ce que tu disais, c'est que du coup, les femmes, comme elles ont l'impression que c'est plus difficile d'accéder à ce genre de poste, peut-être qu'elles sont plus exigeantes avec elles-mêmes. C'est plus envers elles-mêmes finalement que la différence se fait, peut-être. Oui, et je pense surtout, non, ça a évolué. Je pense que maintenant, on assume plus aussi d'avoir un leadership différent, plus délégatif et that's it. Ouais. On est content. Les nouvelles générations, on est content. Bah, on est obligé aussi de s'adapter à vous. Hein. Qu'est-ce que je te dis? On n'a pas le choix. Hein. Et du coup, alors ça, c'est une question un peu bateau, mais en même temps hyper intéressante et assez révélatrice. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspirée, donc que ce soit peut-être des mentors ou autres, dans ta carrière? En fait, je suis pas très inspirée par le passé. D'accord. Donc, en fait, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire?» Non, moi, je suis assez émerveillée, des nouvelles générations qui s'engagent, honnêtement. Il y a quelqu'un que je suis, moi, sur les réseaux qui s'appelle, Camille Etienne, Mmh. Graines de possible. OK. Et j'ai beaucoup regardé justement ses posts et cetera parce qu'elle faisait des infographies explicatives, hyper bien, sur les rapports du GIEC, où je comprenais assez, simplement et de façon courte les choses, vu que j'ai peu de bande passante quand même. Et donc moi, je suis très admirative de ça, de D'accord. ces nouvelles générations qui s'engagent face aux défis de demain, et qui ont peur de rien, elle a fait une intervention aux universités d'été du MEDEF, c'est génial. Enfin, voilà, donc ça, je pense que franchement, j'adore ce type de profil, ça m'inspire beaucoup. Et après, pour citer, moi, je suis assez aussi inspirée par des femmes entrepreneurs, évidemment, et engagées. Mmh. Donc, nous, on a fait notamment un partenariat en fait sur Melvita avec une marque qui s'appelle Mister K, Ah, je connais très bien Charlotte, voilà, qui est dans le elle est textile. incroyable. Parce que c'est quand même une des industries les plus polluantes, donc on a quand même un vrai sujet là-dessus. Et donc, c'est Charlotte Husson, en Ouais. effet, Elle qui a un ont un vrai projet en modèle, plus, elle. qui a un modèle de précommande. Bon, donc elle est inspirante par son modèle entrepreneurial et son business model engagé dans cette industrie-là. Elle est aussi inspirante à titre personnel, puisqu'elle a vécu une épreuve forte, et elle a dépassé son cancer, et donc c'est aussi quelque chose qui la drive. Donc oui, c'est quelqu'un que je trouve très inspirant. Voilà, des entrepreneuses aussi, de Impact France. Il y a Julia Faure dans le textile aussi, qui a monté Loom, qui est une marque où là, pour le coup, c'est pas de la précommande, mais c'est une collection, des intemporels qui durent. Enfin voilà, des exemples, il y en a plein. Donc, je dirais des gens qui s'engagent dans cette transition, des femmes qui s'engagent dans cette transition. Et je suis plus inspirée par justement les gens qui vont faire cette économie de demain, si tu veux, que te sortir Simone de Beauvoir. Enfin, tu vois, voilà. OK. J'ai pas c'est plutôt ce qui me drive, c'est d'aller vers l'avenir, et c'est ces gens-là qui m'inspirent en tout cas.
Oui, non, mais c'est vrai que parfois, quand on interviewe certaines femmes aussi, elles nous disent, voilà, c'est mon mentor quand j'ai commencé au tout début, qui m'a drivée, qui m'a inspirée, et cetera. Mais j'entends tout à fait, Charlotte Husson, je suis tout à fait d'accord, je partage. J'ai d'ailleurs lu son livre qui est tout à fait passionnant et inspirant, tout comme son parcours, qui force l'admiration. Donc d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez-y, hein, parce que bon, déjà, c'est que sa marque est incroyable. Moi, Mm. son mantra, c'est mon mantra aussi, hein. J'ai des pulls, Le voilà, Never Give Up? le Never Give Up. Je l'ai en pull, je l'ai en sweat, je l'ai en t-shirt, je l'ai en tout. J'ai la veste en jean également. Oh, bah, dis donc, super. Donc, non, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement et son mantra, tout à fait aussi. Et d'ailleurs, justement, en parlant de mantra, est-ce que tu as un mantra? C'était une bonne question. Pendant le confinement, j'ai sorti un truc pour l'équipe tout le temps qui était une citation, pas un mantra, mais qui était une citation de Sénèque, donc pour le coup, la all times, mais qui était il ne faut pas attendre que les orages passent, il faut apprendre à danser sous la Danser sous la pluie. pluie. Ok. Et clairement, c'est toujours d'actualité. Enfin, je veux dire, dans l'industrie, il y a tellement de changements tout le temps qu'en fait, danser sous la pluie, c'est juste maintenant un peu l'essence même de notre job, hein, très clairement. Et alors, comment on fait à danser sur la pluie? Deuxième mantra, enfin, keep it simple and smile. Mmh. On ne le doit pas à moi, on le doit à quelqu'un de mon équipe qui est avant, quand j'étais au développement, qui maintenant nous a quittés, qui est devenu prof de yoga, naturopathe, enfin voilà, autre vie canon. Mais je pense que c'est hyper important dans justement cet univers mouvant et ultra changeant. Il faut juste avoir quand même une certaine notion de bon sens, reprendre les choses aussi, voilà, un petit peu plus simplement, et être d'un positivisme et d'une curiosité, d'une ouverture folle. Ok, super. Alors apparemment, quelqu'un dit qu'il connaît, c'est Pauline, je crois, Mélissa Parrain, est-ce que c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est Mélissa. Ouais. Ah, voilà, qui dit... Bon, bah, comme quoi, Qui c'est a une un blog citation. qui s'appelle Do Not Forget to Kiss, je crois, à l'époque. D'accord. Mais moi, en entretien, quand je l'ai vue, j'étais sidérée. Enfin, elle se lève à 5 heures du matin, elle faisait 1000 trucs, elle avait son blog. Enfin, c'est des. Ah, c'est un peu comme Miracle Morning, là, le livre. Oui, alors je pense qu'elle a. Bon, voilà, mais en tout cas, non, non, hyper. Enfin, en tout cas, moi, j'adhère énormément à son mantra. Moi, je suis très dans, en tout cas, cette espèce d'énergie positive. C'est, enfin, le smile, en fait, parce que keep it simple, on le voit très souvent. Mais le keep it simple and smile, moi, je trouve que le smile, c'est essentiel. Ça fait passer beaucoup de choses. Ok, bah, smile, ouais, d'accord. Surtout Ce maintenant qui qu'on ne peut te à nouveau. manque pas, Mélissa, ce qui ne te manque pas. Mais du coup, on peut à nouveau, maintenant, on n'a plus de masque. Exactement. Mais Donc ça se voilà. voyait avant avec les yeux quand même. Oui, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des marques qui ont sorti sur Instagram des filtres où quand on battait des cils, on avait des sourires qui sortaient. C'est pas mal ça. Wow, génial. Alors moi, donc pour clôturer sur cette partie, une question que tout le monde se pose quand on arrive à ton niveau de poste, comment on équilibre sa vie pro et sa vie perso? Et est-ce que tu arrives à avoir vraiment des vrais moments pour toi, juste pour toi, sans enfant? Non, alors pour être honnête, un peu, mais pas trop. Après, moi, mes enfants sont petits hein, encore, ils ont 6 et 3 ans. Ok. Donc, ils prennent encore une bande passante assez forte. Après, j'arrive encore à me faire des petits week-ends avec mon mari, des soirées de filles, enfin, voilà. C'est Mais possible donc. ouais, après, non, je vais pas mentir, c'est pas du tout, comment dire, régulier. Voilà. D'accord. Donc, Ok. voilà. Par contre, moi, je pense que c'est tout à fait possible de concilier les deux. Moi, c'est une de mes grandes joies et fiertés. Tu vois, je vais te quitter tout à l'heure pour aller coucher mes enfants. Je vois mes enfants tous les soirs. Voilà, je pense que je m'en occupe bien. Je pense qu'après, c'est aussi bien pour eux qu'ils voient une maman qui travaille, parce que je pense que c'est aussi un des messages que je veux leur adresser. Faut être super organisé, il faut avoir un super mari aussi, parce que je pense que voilà, on fait ça en tout cas à deux. Mais enfin, pour moi, oui, en fait, c'est des phases, c'est-à-dire que bah, tu as tes enfants, donc ça te prend énormément de bande passante. Pour peu qu'en plus, à un moment où tu prennes un nouveau job, bon, bah voilà. Donc, tu vois quand même moins tes amis et ta famille, très Mm. clairement. Et du coup, tu te Voilà. mets tes limites quand même. Ça veut dire que tu arrives à mettre des limites dans ton travail à des moments pour passer du temps avec ta famille. Oui, mais moi, ça n'a jamais été trop un sujet. C'est-à-dire que voilà, je dois partir à telle heure parce que je dois aller récupérer mes enfants et parce que je les vois. Si après urgence, etc., ben, je me reconnecte très bien, mais c'est pas du tout régulier. Et je pense qu'on arrive tout à fait à être très efficace dans la journée comme ça.
D'accord. Donc, C'est bien, moi, non, je ne vois jamais comme un sujet. Alors après, moi, dans ma carrière, c'est c'est une de mes fiertés. C'est que moi, dès que je suis revenue congé mat, dans les 6 mois, j'ai pris une autre position. Donc moi, je me suis jamais. Bon, j'ai gardé j'ai laissé mes enfants tôt, du coup, à 2 mois et demi. Mais voilà. Mais après, moi, je vois pas du tout ça de façon antagoniste. d'accord. Ok. Moi, je me rappelle de certaines bosses que j'ai pu avoir qui faisaient carrément des fichiers Excel pour organiser entre leurs réunions pro et leur vie Ah perso. bah oui, non, mais l'agenda partagé est la base. Si tu veux, moi, j'envoie toujours des meetings. Tu vois, j'ai encore la personne qui s'occupe pour moi, qui s'occupe dans l'équipe aussi des RP, qui reçoit une acceptation parce que j'ai envoyé le meeting à mon mari pour lui dire bloque ta soirée parce que là j'ai un event. Donc, il reçoit l'acceptation. Il me dit ça me fait toujours bizarre quand j'ai une acceptation de ton mari. Je dis oui, c'est vrai. Oui, donc Donc, voilà. oui, non, mais Vrai évidemment, orga. l'orga, oui, c'est clé. D'accord. Et alors là, on va passer à la dernière partie donc, de l'interview parce que justement, on a un stop à 20h. C'est que pour parler un peu d'aujourd'hui et demain, voilà, de ta vie et puis de ton job, qu'est-ce Mhm. que tu fais, enfin ton métier aujourd'hui finalement, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelles sont tes missions? Parce qu'on peut se demander, nous aujourd'hui, une DG, ça fait quoi? Non mais c'est vrai, hein. Une DG, pour être simple, c'est responsable d'une équipe et d'un PNL. D'accord. Donc Donc, l'humain et les chiffres finalement. en fait, du coup, non, il y a aussi, en effet, je pense, l'aspect, comment dire, comment tu exprimes ta marque sur ton marché, quelle est sa mission, comment tu veux la développer, à qui tu parles. Donc, il y a comment tu veux positionner, du coup, stratégiquement ta marque. Mais après, au quotidien, c'est une équipe, des ventes, des dépenses et en effet, des objectifs, non des objectifs d'engagement, en tout cas pour Melvita, mais à délivrer. OK. Donc, mes journées, c'est clairement beaucoup de réunions, La réunionnite, évidemment. comme on l'appelle? Non, mais parce qu'en fait, tu as un rôle de chef d'orchestre, si tu veux. Moi, je produis plus grand-chose, pour être honnête. D'accord. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'il y a les bonnes personnes, que ces personnes, elles aient les moyens de ce qu'elles doivent faire, qu'elles soient claires sur leurs objectifs et de les aider quand elles ont un problème. Ça, c'est un des rôles principaux. En fait, c'est ça. C'est aussi de définir tu passes beaucoup de temps aussi à définir le cap, où elles vont, avec quels objectifs et de les animer autour de ça. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et je pense qu'il y a un enjeu qui est aussi assez fondamental, c'est de rester assez proche du terrain, de tes clients, de la réalité des choses. Alors, sur Melvita, c'est peut-être plus simple parce qu'on est quand même une petite équipe. Et en plus, ça fait plusieurs mois que pour des problèmes notamment de staff, j'ai en direct toutes mes boutiques en retail. Donc là, je suis assez claire sur qu'est-ce qui se passe tous les jours dans les boutiques. D'accord. Du coup, vous êtes combien là dans l'équipe chez Melvita, à peu près? Je dirais sur la France, incluant le terrain, une cinquantaine. D'accord, oui, en effet, oui, d'accord. OK. Mais au siège, c'est une petite équipe. Il y a beaucoup de monde sur le terrain. Mais donc, c'est essentiel. Tu as vraiment un job très chef d'orchestre, donner la vision, animer l'équipe. Et après, gérer ton management et du coup, voilà, délivrer les objectifs, les négocier si tu les atteins pas, expliquer pourquoi tu les atteins ou tu les atteins pas. Donc, voilà. Alors du coup, c'est vrai que tu es très proche de tes équipes et tu les connais bien. Du coup, vous êtes une petite Mhm. équipe, tu disais. D'accord. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail, si tu devais, dire, peut-être le Euh, management? oui, oui. Je pense, alors moi, j'apprends beaucoup avec les équipes. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui est quand même passionnant parce qu'on a dû beaucoup se réinventer là sur les dernières années. Surtout post-Covid, en Covid, on a testé plein de choses, du live shopping, on a fait des choses différentes en influence, on s'est beaucoup, beaucoup développé sur les réseaux sociaux, la façon de faire des shoots, donc il y a plein, plein de choses. Donc moi, j'apprends. Donc ça, c'est quand même génial. C'est tous les jours d'apprendre avec les équipes, donc ça, c'est top. Et je pense que ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que là, sur les 2 dernières années, je me suis beaucoup impliquée sur tout l'aspect mission, engagement. Euh, le groupe et la marque Melvita aussi ont pris l'engagement de passer là à la certification B Corp, ce qui est un truc très challengeant, mais hyper intéressant. Donc vraiment, sur tout cet aspect-là aussi, c'est un sujet qui me passionne et que tu as besoin d'animer en tant que DG. Mmh. Parce que Bah, tout le pour, monde est que dans tes son équipes, quotidien. ouais, tu embarques Ouais, tes équipes. oui, et surtout parce que chacun, après, au quotidien, il y a l'opérationnel du quotidien, ce qu'il faut délivrer, etc. Et donc, si tu veux que les choses avancent, il faut toujours, toujours le rappeler. Mmh. OK.
Et du coup, quel est ton style de management? Comment, tu le définirais et qu'est-ce qui est important pour toi dans la relation avec tes équipes? Donc je pense que le style de management, il évolue quand même pas mal au cours du temps. D'accord. Moi, j'ai beaucoup changé. Tu me prenais avant en directrice marketing versus maintenant en tant que DG, ça a beaucoup changé. Parce qu'en fait, je suis passée d'un rôle où j'étais hyper experte sur un sujet, et si Mmh. tu veux, depuis longtemps en marketing, à un rôle où tu gères des gens sur lesquels tu connais quand même pas tout de leur métier, voire parfois au démarrage peu de choses. Et donc ça t'oblige à avoir un style de management très différent et à évoluer vers un style de management beaucoup plus délégatif, d'être beaucoup plus dans OK, ça c'est où on veut aller, donner l'objectif. Mais après le comment, en fait, c'est plus ton expertise à toi en fait. Et derrière en fait animer sur base d'objectifs, de points de passage réguliers et d'être là aussi en support pour aider les équipes quand il y a besoin. Ça, les équipes, moi, savent qu'elles ont un problème, elles viennent dans mon bureau, je vais leur résoudre. Bon, ou si je OK. peux pas, je vais essayer de trouver, mais je vais leur résoudre. Donc nous, avec les équipes, on s'est appelé en fait, la vision un peu pour l'équipe, c'est les happy entrepreneurs. Pour deux choses, happy parce que je leur dis que moi, mon job, c'est faire sourire ces lundis. Enfin, ça, c'est mon job et j'y crois. C'est-à-dire, moi, je me suis, enfin, j'ai peu de jours où je me lève et je suis pas contente d'aller au bureau. Enfin, j'en ai quasiment jamais eu dans ma carrière, ou alors et après, il fallait que je change de job, hein, très clairement. Et donc, mon rôle, c'est ça, c'est de faire qu'ils soient contents, mais pas juste en mettant un baby en salle de pause, hein. C'est parce OK. que non, mais enfin, tu vois, c'est pas ça. C'est parce qu'ils ont des missions intéressantes, parce qu'ils sont entendus, parce qu'ils sont capables de prendre des décisions à leur niveau, et aussi parce qu'on met on met du liant, on met une bonne ambiance, on essaye, etc. Donc, enfin, ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Mmh. Et le deuxième, en effet, entrepreneur, parce que dans le mode, là, je suis beaucoup plus délégative. On parle objectif, on parle vision, mais sur le comment, il faut que chacun ait vraiment sa zone d'ownership. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être assez réactif si on n'est pas comme ça. Et après, c'est aussi lié à la taille de la marque. Quand on est sur une petite marque, c'est pareil, il y a tellement de choses à faire qu'en fait, on ne peut pas être dans le surcontrôle. Il faut mieux être dans un truc qui est bien à 80%, mais le sortir, que de vouloir les 100% et en fait jamais le sortir. Donc Ouais. nous, on est en MVP permanent, quoi. OK. Super clair et alors du coup, ça, c'est une question qu'on pose souvent en entretien, donc là, les rôles Ah, s'inversent. Mais, comment tu vois ton avenir? Comment tu vois c'est l'avenir de l'industrie et puis l'avenir de la marque Belvita? mmh. Donc sur Melvita, je vois un bel avenir, surtout très court terme, donc c'est la minute pub. Oui. Nous lançons très bientôt une nouvelle gamme qui va remplacer celle que j'ai dans mon dos là, et pour lequel franchement on fait un très, très, très beau plan, de soutien. Je pense vous allez nous voir très bientôt parce que c'est en avril. On va repeindre le métro parisien. On va vraiment, privatiser, reprendre tout le métro Opéra pendant 2 semaines. J'invite tout le monde, on fait un événement, un kiosque, à Notre-Dame-de-Lorette, donc voilà, donc c'est un très gros, lancement pour nous dans lequel on croit, beaucoup. Donc suivez-nous sur les réseaux et venez nous voir. On ne On manquera pas. on reprend de l'événement physique, donc je vous invite, à venir nous voir et on sera là. Donc ça, c'est pour Melvita, j'espère vous avoir. Oui. Et pour l'industrie, que te dire? Je pense qu'on était, si tu veux, dans une phase de morcellement, du marché. Clairement, avec, l'essor des DNVB, le fait de pouvoir avoir accès direct aux consos, les marques se sont multipliées. Enfin, moi, je le vois, je suis vice-présidente de Cosme Bio, qui est l'association qui représente l'ensemble des marques de cosmétiques bio en France. Il y a à peu près 600 marques dans ce label. Il y a plus de la moitié qui ont moins de 2 ans et plus de la moitié qui font moins de 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petites marques. Donc, c'est clairement, ça prend de la part de voix, ça fait du bruit. Donc, évidemment, et ça, c'est une mécanique qui a bouleversé le marché, très clairement, et qui a rendu certaines marques un peu datées, pour être très clair. Après, je pense que là, on va rentrer dans une nouvelle ère qui est un peu celle de la consolidation. Parce que quand je vois l'évolution des budgets d'acquisition en digital, qui quand même ont augmenté de façon exponentielle aussi, parce que tous les gros s'y sont mis,
En fait, je pense qu'en effet, c'est là pour rester et pour durer, va falloir forcément intégrer une logique plus omnicanal, intégrer du brick and mortar. Et ça, toutes les marques n'ont pas les moyens ni l'expertise de le faire. Donc, je pense qu'en effet, il va y avoir un mouvement de consolidation et qu'après, les marques qui vont sortir vainqueurs, c'est clairement des marques qui vont capitaliser sur l'omnicanal. Je pense que le fait d'avoir du physique dans la richesse de l'expérience et aussi dans la largeur de la distribution, ça va devenir essentiel. Donc, voilà, moi, je crois en l'avenir du retail, très clairement. Et je pense aussi toujours des marques qui vont plus loin dans l'engagement, dans la transparence. On voit des initiatives là-dessus qui se font sur de la blockchain. Voilà, je pense qu'on n'a pas fini de voir ça. Les consos sont toujours plus avertis et vont toujours vouloir plus d'authenticité et de transparence. Donc ça, c'est un mouvement qui, de toute façon, va perdurer pour moi. Et du coup, pour toi aussi, cette fameuse question où te vois-tu dans 5 ans, 10 ans, qu'on nous pose tous en Écoute, entretien? je sais pas. Écoute, moi, je m'épanouis beaucoup dans ce poste de DG là que j'occupe depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc, je pense que voilà, garder ce type de fonction, ça me semble être quelque chose qui me va bien. Donc voilà. Donc après, Après, on verra. après Ok. on verra. Et dernière question, c'est la question qu'on pose à tout le monde, c'est quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui se lancent aujourd'hui dans le secteur de la beauté? Je pense que le premier conseil que je dirais, ça serait de ne pas hésiter, en tout cas, si la boîte le permet, en tout cas, à changer régulièrement de job. Moi, je sais que chez Johnson, c'était un peu ça le modèle au début. On changeait tous les ans et demi de marque, de scope, de responsabilité, de canal. Et ce qui fait que du coup, en peu de temps, franchement, on apprend beaucoup. Donc, c'est fatigant parce qu'on est en perpétuelle zone d'inconfort. Mais moi, je trouve ça hyper riche. Donc, je pense qu'il faut, au départ, essayer en tout cas, par la diversité de fonctions, de responsabilités, d'accumuler le maximum d'expérience. Et après, essayer de se trouver un mentor. Alors, moi, j'ai eu de la chance. Chez Johnson Johnson, pareil, c'était institutionnalisé. Donc, je suis arrivée, on m'a donné une mentor qui est devenue ma chef après, que j'aime beaucoup. Donc, évidemment, voilà, c'est sûr que ça aide parce que dans les débuts de carrière, on peut parfois être un petit peu passionné pour ce qui me concerne, parfois un peu emballé sur certaines décisions ou façons d'exprimer les choses. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles pour vous faire un peu descendre, quoi. Donc, en tout cas, moi, je trouvais ça bien avec le caractère que j'avais, on va dire. Donc voilà. Et après, je pense que les opportunités sont larges pour vous en termes de typologie de mission. Donc, ça va être très intéressant. Là, je vois qu'on a une question, il ne reste pas longtemps, Oui. quelques minutes. Juste quelqu'un qui dit j'ai une question pour vous. Que recommanderiez-vous à quelqu'un qui souhaite travailler dans le secteur mais qui n'a pas d'expérience pro dedans? J'ai 13 ans dans le secteur de la publicité et des médias d'expérience, mais je suis passionnée par le segment du soin depuis très longtemps. C'est une bonne question, ça, dis donc. C'est difficile de répondre là-dessus parce que je trouve qu'en France, c'est vrai que c'est surtout sous l'aspect recrutement, on est quand même très voilà. Ça, c'est sûr. Mais je l'ai vécu aussi et je le fais aussi à mes candidats, donc c'est un peu terrible, hein, donc voilà. Donc je pense qu'en effet, c'est pas toujours évident de venir dans un univers qu'on connaît pas et surtout, je pense par rapport à la question, c'est sur quel type de job, en fait? Parce que là, il y a à la fois le secteur qu'on connaît pas et le type de job. Donc je dirais, quand on a été là, professionnel de l'achat, publicité, médias, moi, le pont que je verrais, c'est plus les personnes qui s'occupent de l'acquisition dans mes équipes, qui sont internalisées sur l'aspect digital. Ou j'imagine peut-être dans des plus gros groupes, alors moi, je n'ai pas connu parce que ce n'était pas internalisé, des gens qui s'occupent de l'achat pub. Pardon. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, le pont que je verrais, c'est sur de l'acquisition sur les différents canaux du digital parce que ça, c'est plus un job qu'on internalise pour le coup. Ok. Bon, merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à la question. Voilà, elle a dit merci. Donc, il est précisément 59. Nous sommes absolument dans le timing du Oui, 20h. s'il y a des questions, en tout cas, je peux en prendre. Ah, bon, alors, si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. S'il y en a qui veulent poser des questions à Claire, n'hésitez pas, il reste
Il reste quelques minutes. En tous les cas, on a bien noté le pop-up en avril. Enfin, moi, j'ai bien Le noté pour ma pop-up part. en avril, exactement. Attends, je ne vais pas dire de bêtises sur les dates parce que je vais regarder juste mon agenda. C'est le 8 et le 9 avril. Ah, bah, c'est très bientôt. Donc voilà, c'est soon. Bah, l'équipe est dessus là en ce moment. Voilà. Et s'il y a des questions qui viennent ensuite par la suite, bah, n'hésitez pas ensuite à me contacter sur les canaux habituels. Hein, voilà, LinkedIn, le groupe aussi sur Welcome to the Jungle également, pour aussi plus en connaître, enfin plus en découvrir sur la marque, sur le groupe. Il y a plein de vidéos sympas qui ont été faites sur Welcome. Donc, Très en tout bien, cas, c'est ça permet super. aussi de mieux présenter les choses pour les gens qui seraient intéressés. Et est-ce que Melvita, alors ça c'est une question que je n'ai pas posée, mais on pose nous souvent, vous recrutez des stagiaires, des alternants? Je pense qu'il y a des sessions, oui. Oui, on a des sessions janvier, juillet. Je crois qu'on a des offres en ce moment d'ailleurs sur Welcome qui sont en cours. Voilà, sur différentes typologies de profils, que ce soit On pourra les MOP, relayer nous aussi, parce Digit. qu'on relaye sur nos réseaux aussi. Donc, Mais il ne faut pas hésiter. bon, les CDI se font plus rares, nous sommes d'accord, mais Bah, on en a eu, mais on les a pourvus. Donc, pour l'instant, en effet, on n'est pas dans une phase de recrutement. mais on garde l'œil ouvert. Exactement. Sur Welcome. En tous les cas, merci beaucoup Claire. Donc, c'est vrai que voilà, les gens sont assez timides apparemment, mais moi, j'avais préparé une bonne liste de questions, donc on a fait quand Oui, même je pense qu'on a le fait. tour. Clairement. On a En tout cas, merci à toi, Mélissa. Bravo pour, en tout cas, pour tout ce que vous faites. Je trouve ça, encore une fois, ce que je te disais, je trouve que cette jeunesse qui s'engage, qui s'allie de façon aussi communautaire, je trouve ça très bien. Donc, voilà, bravo. En tout cas, bien sûr, on se tient au courant pour ta suite. Bah oui, et puis nous, on viendra évidemment avec un grand plaisir voir Couvrir ce notre magnifique pop-up. pop-up. Exactement. Et Super. rencontrer, ce sera aussi peut-être l'occasion de rencontrer tes équipes. Je suppose qu'il y aura des personnes de Ouais, la il y aura marque. des équipes et il y aura des influenceuses aussi. Ah, super, voilà. Voilà. Merci. Bah voilà, il y a tout le monde dit merci pour votre temps, merci. Donc c'est super. Et merci tout le monde. Je vous laisse. Je vais prendre mon Oui. métro et je vais voir mes enfants. Voilà, bonne soirée, Bonne merci soirée. beaucoup. Au Au revoir. revoir.